Bienvenue sur notre émission de l'association La Red. Aujourd'hui, on va parler de football et de sujets de société liés au football. J'ai en ma compagnie trois personnes. Julien à la technique. Hello. Patrick. Salut. Et Antoine. Bonsoir. Donc à savoir que Antoine et Patrick s'y connaissent pas mal en football. Moi-même également un petit peu. Et Julien, de son propre aveu, n'est pas un grand connaisseur du foot, mais il avait quelques thématiques à aborder en lien avec le foot, n'est-ce pas ? Yes, en fait j'aime pas du tout le foot, mais, Ça, c'est c'est le moyen. intéressant d'avoir, je pense, un avis qui autre que Un mec qui déteste le foot. Exactement, donc si vous n'aimez pas le foot, vous pouvez continuer à nous suivre, sachant que Julien fera la contrepartie pour nous dire à quel point ça peut être intéressant de jeter un regard sur sociétal presque sur ce qu'est le foot. On va commencer avec l'actualité chaude qui vient de se terminer, c'est la Ligue des Champions 2020-2021 avec la victoire de Chelsea. Déjà les gars, est-ce que vous avez été surpris par cette victoire de Chelsea ? Antoine ? Ouais, c'est un peu. Ils étaient un peu outsiders sur plusieurs matchs et puis finalement ils arrivent à gagner à chaque fois parce qu'ils ont 2-3 individualités dans le groupe, mais à la fin on a quand même vu que c'était un groupe entier qui a gagné et pas juste que ça sert à rien d'avoir des individualités. Parfait. Et toi Patrick ? Alors moi, j'ai pas vraiment suivi la Ligue des Champions cette année, mais j'ai l'impression que Chelsea est monté en puissance au fil de la compétition et je les voyais bien pour cette finale. Alors c'est vrai qu'avant la finale, ils avaient déjà battu Manchester City 2 fois. Donc dans le rapport de force, il y avait peut-être un avantage psychologique. On a surtout senti une grosse montée en puissance au cours de la saison, surtout avec l'arrivée de Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur qui a succédé à Frank Lampard. Sachant que Tuchel était déjà finaliste l'année d'avant avec Paris, donc il avait une expérience de ce parcours en Ligue des Champions. On va reprendre l'équipe type de la Ligue des Champions pour cette année, qui a été communiquée par l'UEFA. On a été assez surpris par certaines présences et certaines absences. Si vous voulez bien, on va faire poste par poste. Donc, Edouard Mendy, qui est arrivé au très haut niveau assez tard, mais qui a été une révélation. La stat qui tue, c'est qu'il a pris 3 buts en 12 matchs. Donc, il a un ratio de 1 but pris tous les 4 matchs. Plutôt pas mal. C'est vrai qu'à un moment on se disait que Keylor Navas vraiment était ultra dominant dans les cages du PSG, qu'il avait fait gagner le match ou au moins faire qualifier son équipe face à Barcelone et face au Bayern. Mais en fin de compte, la place d'Edouard Mendy semble pas usurpée dans cette équipe type. Après, c'est que Navas, on le voyait plus briller parce qu'il avait pas de défense devant lui. Alors qu'à Chelsea, ils ont quand même un minimum. Enfin, ça, c'est mon avis. Chelsea, ils ont quand même une meilleure défense qu'à Paris. Après, moi, je pense que c'est ça. C'est que Navas, il sortait 6-7 parades par match. Parce qu'en face, en défense, il y en avait un qui tenait la baraque, mais le deuxième à côté, il était au pâquerette. Et alors qu'à Chelsea. Le deuxième qui aurait dû être Thiago Silva, tu veux dire ? Thiago Silva qui était à Chelsea, du coup. Bah ouais. Exactement. On va revenir à cela, justement, avec les défenseurs centraux. On va commencer justement par les défenseurs centraux de l'équipe type de l'UEFA. On a Ruben Dias de Manchester City. Sa place semble méritée, sachant qu'il a été élu meilleur joueur, pas seulement meilleur défenseur, mais meilleur joueur de Première Ligue, et qu'il a été excellent face à Paris en demi-finale. En finale, ils prennent qu'un but, que j'ai pas le souvenir que ce soit lui qui soit directement impliqué. C'était peut-être Stones. En tout cas, Ruben Dias semble mériter sa place. Et ils ont mis Rudiger. D'ailleurs, on a le souvenir qu'il a été assez rugueux, notamment contre un certain Kevin De Bruyne. Rudiger a été pas mal du tout. Moi-même, j'avais mis Ruben Dias dans mon équipe type. Ensuite, même si tu disais, Antoine, que Paris avait pas tellement de défense, je trouvais que quand Marquinhos était là, que c'était plus solide, sachant que Marquinhos marquait aussi des buts décisifs, aussi bien l'an dernier que cette année. Donc j'hésitais entre Marquinhos et Rudiger pour la place de deuxième défenseur central. Après, c'est déjà le deuxième de Chelsea qui est sur l'équipe type. Donc si c'est Rudiger qui est devant, c'est pas une seule personne qui l'a sorti ce nom, c'est qu'ils ont été plusieurs quand même à tabler sur ce nom. C'est qu'il a muselé la plupart des attaquants contre qui il jouait. Donc en demi-finale, il joue le Real, si je me trompe pas. Il a muselé Benzema pendant les 2 matchs. Et sur la finale, il musait le Agüero, qui sont pas des
des attaquants qui sortent de formation, quoi. Ils ont quand même plus de 30 ans. Pour Benzema, il a 3 Ligues des Champions. Agüero, c'est un des meilleurs joueurs en première ligue. Donc pour le museler correctement pendant 90 minutes, c'est... Alors juste pour revenir, Agüero, il est rentré vraiment pour la dernière minute lors de la finale. Et j'ai pas tellement trouvé que Benzema avait été si muselé que cela lors des 2 rencontres, sachant qu'il marque un très beau but et puis qu'il a une superbe occasion sur le poteau à l'aller. Et au retour, il a 2 excellentes occasions qui sont sauvées par Edouard Mendy. Donc après, c'est vrai qu'en fin de compte, ils prennent peu de buts. Il a 2 occasions par match. Voilà. Benzema, sur 90 minutes, quand tu es attaquant et que tu as 2 occasions, ça veut dire que ton défenseur, il t'a quand même marqué tout le match. À titre personnel, donc j'avais mis Ruben Dias et quand même Marquinhos en défenseur central. Donc derrière, on pourrait mettre Rudiger comme l'UEFA. Et on va arriver au poste de latéraux. À droite, on avait Kyle Walker, donc le défenseur latéral droit de Manchester City. D'ailleurs, petite parenthèse, dans le groupe de l'Angleterre, des 26 joueurs sélectionnés par le DT, le directeur technique, on a 4 arrières droits. On a Kyle Walker, je crois qu'on a Reece qui était aussi en finale avec Chelsea. On a Trippier. Et on a Trent Alexander-Arnold. Exactement. Donc c'est assez rare pour être souligné d'avoir 4 défenseurs latéraux du même côté. Ils peuvent jouer au-dessus. Ils peuvent jouer ailier droit. Alors il y a peut-être d'autres arrières droits qui avaient leur place, mais selon vous, est-ce que Kyle Walker il mérite d'être donc, dans cette équipe type de la Ligue des Champions? Moi je l'ai mis. Parce qu'il est quand même rugueux et très rapide. C'est très dur de le passer. Et puis quand vous le passez, après je pense que vous devez le sentir niveau les crampons qui doivent traîner un petit peu derrière. Après il y avait aussi Alexander-Arnold qui est pas mal. Mais après, c'est sûr qu'il fait pas le même parcours. Donc c'est que Walker il a été, pour pas être excellent partout, c'est qu'il a été constant sur toute la durée de la compétition. Donc très régulier jusqu'à la finale. Et puis ils ne font pas tous le même parcours aussi des équipes, il y en a qui s'arrêtent plus tôt. Alors on a quand même pas mal de joueurs de City et de Chelsea dans cette équipe type, ce qui est logique. À gauche, ils ont mis Azpilicueta, sachant qu'il avait plus un poste à 3 de défenseur central sur la gauche. Il a d'ailleurs sorti une très grosse occasion sur un centre de Mahrez en finale. Je trouve que sa place n'est pas usurpée. Et justement, dans la même équipe à Chelsea, il y avait on va laisser Chilwell ou Azpilicueta à gauche. Et là, on va arriver au poste un peu polémique parce que l'UEFA au milieu a mis 3 joueurs, Jorginho, Gundogan et Foden. Donc un joueur de Chelsea, Jorginho, et 2 joueurs de City, Gundogan et Foden. Sachant que le joueur de la finale et des 2 matchs aller-retour de demi-finale a été N'Golo Kanté. Il a été plébiscité. Antoine, tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? Je l'aurais mis quand même à la place de Jorginho parce que Foden il fait une superbe saison. Au-delà de son parcours en Champions League, il fait une super saison. Et après, c'est qui le deuxième? Gundogan, pareil, qui fait une saison au moment où City était un peu dans le mou. Il a littéralement porté l'équipe à lui tout seul. Quand Agüero était blessé ou quand, que ce soit en championnat ou en Champions League, il l'a plusieurs fois. C'est lui qui portait Manchester City sur ses épaules. Donc je pense que moi j'aurais mis Gundogan avec Foden et Kanté par contre, parce que Kanté il est monstrueux. Il aurait pu jouer encore 3 matchs internationaux derrière, easy. Puis il aurait même pas été fatigué, il aurait dit allez, je bois une petite goutte à la mi-temps et puis c'est reparti quoi. C'est vrai qu'il n'avait pas l'air si fatigué. Patrick, une réaction par rapport à ce milieu peut-être? Je pense que c'est un peu la difficulté de ce genre de classement. Je sais pas qui, ce sont des journalistes ou qui... Alors, il semble que ce sont plusieurs entraîneurs ou anciens entraîneurs. Et c'est les instances de l'UEFA qui ont noté. C'est les mêmes qui mettent... comment t'appelles ça? C'est eux qui font aussi le meilleur joueur européen. Il y a toujours les mêmes polémiques. C'est comme avec le Ballon d'Or. C'est toujours pareil. C'est entre les journalistes, les coachs et les. Parce que là, j'imagine que ce sont juste les apparitions en Champions League qui sont jugées, et pas toute la saison qui aurait pu être plus ou moins bonne, sauver ton équipe en championnat national. Et après, ouais. Donc comme je disais, je sais pas exactement qui choisit, qui est dans ce top. J'imagine qu'il y a aussi pas mal de pression, de copinage, de pression des
des représentants, enfin voilà, des joueurs qui arrivent en fin de contrat, qui veulent renégocier leur contrat, qui veulent machin. Donc, il y a une valorisation aussi de ce genre de classement. On n'a pas fait d'enquête spécifique là-dessus, mais c'est une possibilité qui est donc justement des intérêts à être parmi donc, les joueurs de l'équipe type de la Champions League par rapport aux sponsors. C'est sûr que si tu dois renégocier ton contrat et que tu leur dis bah voilà j'étais dans l'équipe type de l'UEFA, je pense qu'il y a moyen de rajouter un petit zéro à ton contrat derrière. En effet, c'est une probabilité. Donc, l'incompréhension, c'est que N'Golo Kanté a été élu homme du match lors des 3 derniers matchs, donc les plus importants, et il ne fait pas partie de l'équipe type. Donc là, ça donne l'impression que c'est Jorginho qui a fait Kanté, mais selon les analyses, on disait c'est Kanté qui a rendu meilleur Jorginho. Tout le monde est en train de parler que si Kanté gagne l'Euro, il est un des grands favoris pour être Ballon d'Or de 2021. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, sachant que c'est très atypique pour un milieu défensif d'être parmi les joueurs susceptibles de remporter un ballon d'or. Tu regardes les stats de Kanté en première ligue, je crois qu'il y a 30 matchs, pas un seul but et 2 passes décisives. Donc c'est pas le genre de statistique que tu vois pour un ballon d'or. C'est les fameux joueurs de l'ombre. Tu vois pas, c'est pas le joueur le plus spectaculaire, mais par contre c'est un poison constant pour toutes les défenses. J'allais dire, même un défenseur central a plus de chances de remporter un ballon d'or qu'un milieu défensif. Mais souvent aussi parce que dans les équipes types, on a tendance à mettre 4 attaquants. 2 attaquants, puis les ailiers sur les côtés. C'est aussi parce que voilà, on favorise toujours le côté, les chiffres offensifs et puis les gestes un peu techniques. Après les défenseurs, ça reste les défenseurs. Souvent j'ai vu des équipes types avec 3 défenseurs seulement. En Espagne ils font souvent ça, quand ils doivent classer les meilleurs joueurs espagnols. Donc t'es toujours favorisé en tant qu'attaquant. D'ailleurs Ballon d'Or, le dernier défenseur c'est Cannavaro, je pense. Ouais. Et oui. C'est pareil, c'est comme Iniesta. Iniesta il pétait de but. Quand Xavi et Iniesta géraient le milieu de terrain de Barcelone et de l'Espagne, l'Espagne elle est double championne d'Europe et championne du monde, et puis le Barça martyrisait toute l'Europe. Donc. Mais pourtant c'est pas les joueurs les plus spectaculaires à regarder. Et puis ça coïncide avec l'époque Messi, Cristiano, où c'était la guerre au Ballon d'Or, où ça aussi c'était un coup ultra marketing, où il fallait... C'était un conflit entre les deux. C'était la guerre aux chiffres. Donc Cristiano et Messi ont vampirisé les récompenses individuelles pendant plus de 10 ans, et c'est sûr que des joueurs un peu moins exposés comme Iniesta ou Xavi auraient tout à fait mérité donc, des récompenses individuelles, mais n'avaient pas les statistiques spécifiques offensives en termes de buts et pas décisives pour accéder à ce genre de récompenses. Avant on disait il faut que ce soit un représentant de l'équipe qui a gagné qui doit remporter le ballon d'or. C'est plus forcément le cas. Donc on va revenir à notre milieu de terrain. L'UEFA a dit Jorginho, Gundogan, Foden. Moi-même, j'avais fait donc un milieu un peu différent avec 2 milieux défensifs et un meneur de jeu. Selon moi, donc Chelsea-Manchester City, c'était la rencontre des 2 meilleurs milieux du moment, que sont, selon moi, Kevin De Bruyne et N'Golo Kanté. Donc c'est vrai que malgré le fait que De Bruyne ait dû sortir à la 60e minute après un coup plus ou moins volontaire de Rudiger, Kanté a pris l'avantage. De Bruyne, je l'aurais mis un peu plus au-dessus. Moi, je l'aurais mis dans mes attaquants. Alors moi, je le mets en meneur de jeu, je le mets en 10, en playmaker. Moi, je le mets vraiment dans l'axe. Et en tout cas, il mérite pour moi tout à fait sa place dans le 11 type de la Champions League de Bruyne. Parce qu'en club, De Bruyne ne joue pas au milieu de terrain. De Bruyne en club, et c'est pareil en sélection, il est considéré comme un attaquant. Alors il a peut-être un rôle d'électron libre. Il a un rôle d'électron libre, mais sur la feuille de match, il est considéré comme attaquant. Il joue la plupart du temps, c'est ailier qui joue. Il jouait ailier en soutien d'Agüero ou en sélection en soutien de Lukaku. Alors en tout cas pour moi il avait sa place dans le 11 type. Donc moi j'ai mis un deuxième milieu défensif un peu atypique, c'est Joshua Kimmich. Sachant que le Bayern est sorti en quart de finale, mais je trouve ce joueur très performant, très polyvalent, très intelligent. Après, j'aurais mis en remplaçant par exemple Gundogan ou Jorginho. Et puis Foden, pas forcément au milieu de terrain. Mais je trouve que Kimmich est vraiment donc, un excellent joueur. D'ailleurs, il est en équipe nationale avec Gundogan, donc c'est peut-être 2 styles différents, éventuellement complémentaires. Et puis, voilà, comme vous le savez, les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas, donc chacun a un peu ses préférences. Donc voilà pour le milieu, donc, on trouvait quand même surprenant qu'il n'y ait ni De Bruyne ni Kanté. On va passer aux attaquants.
L'UEFA a mis donc une triplette Mohamed Salah, Haaland et Mbappé. Salah fait une bonne saison en Première Ligue et a été quand même présent en Champions League. Néanmoins, j'aurais plutôt vu Mahrez à sa place, voire Mount, parce que Mount a fait la passe décisive sur le but de Havertz qui a changé tout le match. Donc en termes de moments clés du match, c'est vrai que Mount était pas mal. Mais sur l'ensemble de la Champions League, j'aurais plutôt mis Mahrez sur l'aile droite, donc gaucher qui repique dans l'axe. Haaland pour moi c'est justifié par rapport à ses stats, même si Dortmund est sorti en quart de finale, il a un ratio de buts par match très impressionnant, surtout à son âge. Et Mbappé surtout pour ses matchs à Barcelone et au Bayern. Qu'est-ce que vous pensez de cette triplette, donc Salah, Haaland, Mbappé? Juste que Salah, Liverpool s'est fait sortir en quart, donc sans vraiment avoir d'avis sur la triplette. Peut-être que Mahrez, qui a quand même fait une bonne Champions League, aurait pu prendre sa place en fait. Avec un doublé contre Paris en demi-finale, le mec qui a marqué les esprits. Mbappé, est-ce qu'il mérite sa place? Mbappé, il a été présent pendant les matchs où il fallait, quoi, c'est tout. Et blessé sur le retour contre Et après, City. voilà, on l'a vu tout de suite, dès qu'il s'est blessé, c'est plus la même équipe en face. Donc c'est sûr que quand tu joues avec une équipe où tu as Mbappé en face et quand tu joues la même équipe sans Mbappé, c'est sûr que quand tu es défenseur, tu es plus serein. Et après, il y a aussi d'autres joueurs qui sont un peu oubliés parce que Salah, j'ai pas l'impression. Enfin, mon impression, il fait pas une énorme Champions League. Après, il y a Benzema, il en fait une. Et je sais pas combien il met de buts au total, mais il met un magnifique but en demi-finale, je crois. Exactement. Il porte le Real Madrid jusqu'en demi-finale parce que l'attaque du Real Madrid, il n'y a plus personne. Après, il y a toujours Lewandowski, mais bon, Lewandowski, il était vite blessé, donc on n'a pas pu le voir longtemps. Et puis on l'a vu, le Bayern sans lui, c'est plus la même équipe, c'est toujours pareil. Moi j'allais dire que justement c'est la même équipe sans la finition, même si Choupo-Moting n'a pas démérité, il a donné le meilleur de lui-même. Mais face à cette équipe de Paris, c'était insuffisant en quart de finale. Et c'est vrai qu'on a toujours en mémoire que Lewandowski aurait mérité le Ballon d'Or 2020, mais que cette récompense n'a pas été attribuée. Mais ça peut venir cette année, suivant les résultats. Est-ce qu'il y aurait une compensation si par exemple la Pologne fait un bel Euro? C'est sûr que si la finale fait un bel Euro, avec ses performances qu'il a fait en championnat, il bat le record de Gerd Müller en mettant 41 buts en 29 matchs, un ratio phénoménal. Moi je dirais même si... qui sont les meilleurs buteurs cette année? Mbappé il en a mis 47 je crois. Un peu moins, 27 en championnat, puis quelques-uns en Champions League. Si la France, disons le Portugal avec Cristiano, parce qu'il est toujours par là, elles ne font pas un excellent Euro, je pense que ça revient à Lewandowski. Ce serait difficile de justifier autrement. Alors c'est parfait pour la transition, parce que là on a fait notre équipe type et puis on pense déjà à l'Euro et aux éventuelles récompenses individuelles qu'il y aura à la fin de cette année 2021, notamment le Ballon d'Or. Il y a un truc à remarquer, c'est que dans cette sélection de l'UEFA, il n'y a ni Cristiano et il n'y a ni Messi. Donc c'est que c'est une passation de pouvoir entre les deux ogres qui ont dominé le foot depuis 15 ans, voire un peu plus, parce qu'ils commencent à... Ouais, ça fait peut-être une quinzaine d'années, depuis 2006, 2007 par là. Ils en sont à 10 ballons d'or au total, quelque chose comme ça. 11 à eux deux, 6 11, pour Messi, voilà. 5 pour Cristiano. Voilà, ils en sont à 11, donc sur 15 années, 11 ballons d'or à 2. Donc là, c'est sûr que c'est une passation de pouvoir. Tu vois que Haaland et Mbappé, ils ont 21 ans, Foden, il a 21 ans. C'est la nouvelle génération qui arrive. Et c'est surtout, c'est que là, il n'y a pas de... Dans la nouvelle génération, il n'y a pas de gros monstres. C'est tous des monstres, c'est tout. Pour moi, il y a quand même deux noms qui ressortent. Et d'ailleurs, Haaland n'est pas présent à l'Euro avec la Norvège. Donc ça nous permet de faire cette transition. Donc merci Antoine d'avoir précisé que c'est vrai que ça a l'air d'être comme ça un changement d'air. Cette équipe type de la Champions League où ne figure ni Cristiano ni Messi, alors que je crois qu'ils étaient présents sur toutes les éditions précédentes. Et on a parlé justement de ces récompenses individuelles qui seront aussi dictées par les performances et les résultats de l'Euro.